Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on a intitulé ce webinaire Recruteur, votre valeur ajoutée est-elle reconnue? Et pour m'accompagner, je reçois Guylain Fouché. Bonjour Guylain. Bonjour Christophe, Guylain, je te laisse te présenter. avec plaisir, merci. Donc je suis Guilain Fauché, je suis consultant solution chez Smart Recruiters et depuis maintenant 5 ans, j'aide les entreprises à améliorer leurs fonctions recrutement, à identifier des axes d'amélioration, des possibilités de développement. Parfois évidemment, ça implique l'utilisation de notre plateforme d'acquisition de talents Smart Recruiters. Mais aujourd'hui, l'idée n'est pas de parler de la suite logicielle. Si toutefois il y avait des besoins ATS ou des insatisfactions, eh ben, contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais aujourd'hui, voilà, ce dont je voulais parler, c'est le sujet qui monte dans les directions RH de nos clients et qui, à mon sens, doit faire partie de votre roadmap, qui est voilà, votre valeur ajoutée est-elle reconnue et plus en détail, comment devenir vraiment un partenaire essentiel du succès de votre entreprise. Comment les recruteurs doivent se prendre en main pour prouver à leur direction générale leur valeur. C'est ça? C'est ça l'idée. Exactement. Alors, on va aborder plusieurs sujets. Il y a 5 points. Pourquoi ce doit être une priorité? Qu'est-ce qu'un recrutement stratégique? Comment devenir une fonction stratégique? Bien évidemment, quels indicateurs pour mesurer son impact? Et puis d'autres pistes qu'on abordera à la fin de ce webinaire. Pour commencer, pourquoi devrions-nous en faire une priorité? Et là, Smart Recruiter s'appuie sur des études qui ont été menées récemment. Je te laisse, Guylain, nous présenter ce premier slide. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, l'idée, c'est, de parler un petit peu des sujets, qui influent aujourd'hui sur le département recrutement. Lors d'un récent événement qu'on a fait au Royaume-Uni, en fait, on a lancé un questionnaire pour connaître les priorités principales des participants. Et évidemment, les sujets classiques sont, au rendez-vous, les sujets qui montrent en fait un marché qui se tend, un manque de candidats, la volonté de se démarquer puisqu'on voit les sujets de marque, on voit les sujets de rétention, les sujets de, gestion de vivier, les sujets aussi de tout ce qui va être compétences futures qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui. Et en fait, pour se démarquer, voilà, c'est un peu tous les sujets qui noient un petit peu, la fonction recrutement en ce moment, parce qu'on voit qu'il y a énormément de sujets. Et on a même été jusqu'à faire un peu de chauvinisme et faire une étude aussi qui se concentre, sur la France, dans la slide suivante, où on a demandé effectivement, à des recruteurs en France, de partager leurs principales priorités. Et là encore, on voit les mêmes sujets, hein, automatisation, donc on a besoin d'aller plus vite ou en tout cas de gagner du temps. On a besoin d'attirer, d'être efficace et agile, donc de pouvoir vraiment, s'adapter, et toutes ces informations, on les a compilées dans un e-book que vous pourrez télécharger à la fin du webinaire, et ça vous aidera aussi à comparer, notamment votre vision avec celle de vos pairs, par exemple. Alors, c'est Hem marrant parce que dans le slide précédent, on avait en énorme la notion de marque et puis en plus petit la notion de marque employeur. Là, ça ressort pas dans les quatre données qui ressortent sur la France. Ouais, alors effectivement, mais cette étude, elle était assez différente. Je pense qu'en fait, les propositions, et c'est surtout, en fait, je pense que tout ça rentre dans l'attraction de talent, qui est à la fois la marque et la marque employeur in fine. Parce que, certes, il faut une forte marque employeur, mais avoir une marque connue aussi, aide à avoir une marque employeur. Donc ces 2 sujets sont finalement intimement liés et pour moi, se retrouvent effectivement dans l'attraction de talent, même s'il y a évidemment beaucoup d'autres sujets, en dessous de l'attraction de talent. Alors, comment on fait du coup pour finalement obtenir cette place à la table des décideurs? Eh bien, en fait, aujourd'hui, je pense que le sujet, en fait, voilà, on le disait, tous les sujets qu'on a vus, sont cruciaux, mais pour moi, la priorité numéro un, c'est ça, c'est obtenir cette place à la table de décideurs. Qu'est-ce que ça veut dire, obtenir une place à la table des décideurs? Ça veut dire que, on doit passer de l'image de, mon métier, c'est de remplir des sièges vides de 9 heures à 17 heures, et je dois le faire vite, et à pas cher. Évidemment, les sujets dont on a parlé, précédemment sont cruciaux, mais la priorité numéro un, c'est, d'imaginer finalement un monde où, on a cette place à la table des décideurs et qu'in fine on influence en fait la stratégie de l'entreprise
qui va nous permettre d'obtenir les investissements pour tous les objectifs précédemment cités. Et certains, en fait, j'imagine, ont déjà en fait eu des investissements sans être à la table des décideurs, et bravo. Mais voilà, je donne un exemple récemment. J'ai un prospect avec qui je parlais justement de mettre la plateforme Smart Recruiters. Et il m'expliquait que bah oui, mais la direction a décidé de geler tous les projets qui n'ont pas un impact direct sur le business. Donc on a eu un échange, je lui dis bah, je vois pas trop en quoi ça nous concerne, sachant qu'on a un impact sur le business. Bon, apparemment l'image n'était pas aussi présente au niveau supérieur. Mais du coup, effectivement, ce qui manque, c'est vraiment cette vision stratégique. Et je donne juste un petit exemple. Voilà, Jérôme, le fondateur de Smart Recruiters, quand il y a eu le confinement et le Covid, nous avait dit voilà, l'activité va ralentir, c'est maintenant qu'il faut accélérer. On ne change pas le moteur de la voiture en pleine course, mais au stand. Donc en fait, avoir proposé ce discours au niveau effectivement de la direction va nous permettre eh bien, de prendre les devants, de convaincre en interne de l'importance de ces investissements et d'éviter d'entendre je grossis le trait, mais trouve-moi un développeur qui a moins de 25 ans, qui a 25 ans d'expérience et qui accepte d'être payé très peu. Voilà, je reste convaincu que quand le recrutement est considéré comme la pierre angulaire des résultats et qu'on arrête d'analyser ces chiffres comme un coût par la direction financière, mais plutôt comme un investissement en fait par la direction stratégique, alors on peut prétendre à effectivement définir une stratégie de recrutement qui est à la hauteur en fait de nos attentes. Et pour y parvenir, effectivement, on parle de concept de recrutement stratégique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept de recrutement stratégique? Voilà, pour moi, on est tous capables d'embaucher le premier candidat qui postule et avoir un temps de recrutement incroyable. Finalement, dans notre ATS, on a plus de candidats que de postes. Donc, en fait, s'il faut embaucher tous les candidats, on arrive à faire un temps zéro. Est-ce que ça fait de ça des bons recrutements? Je pense que la question est vite répondue. Et d'ailleurs, on a participé à un événement qui s'appelle les Carrefours de l'innovation RH en juin. Et tu vois, le sujet de la qualité de recrutement était vraiment là. Est-ce que le manager est satisfait de la ressource? Est-ce que le besoin business est rempli? Et pour nous, en fait, le recrutement stratégique, donc ce qu'on voyait sur la slide précédente, c'est que c'est bien plus que simplement embaucher rapidement à moindre coût et espérer que tout fonctionne. C'est une approche qui consiste à définir en fait le recrutement de manière précise, parce que si on recrute le candidat idéal, il va performer dans son équipe, son manager va performer, son département va performer, son entreprise va performer. Et c'est ça pour moi la clé du succès de toute entreprise. Et évidemment, pour revenir au sujet dont on parlait aussi de rétention. Un bon recrutement, c'est un collaborateur qui va rester plus longtemps. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de contribuer aux résultats de l'entreprise. Et il faut se rappeler que tout ce que je viens de dire, ça paraît peut-être d'enfoncer des portes ouvertes pour les fonctions recrutement, mais ça n'est peut-être pas le cas au niveau des directions. En fait, il faut rappeler aussi que la fonction recrutement, elle est relativement nouvelle. En fait, en 2005, je regarde la stat, c'est ça, voilà, 70% des entreprises du classement Fortune 500 n'avaient pas de service recrutement, n'avaient pas de fonction recrutement dédiée. Donc ça paraît loin 2005, mais c'est aussi finalement très proche. Et donc c'est tout à fait normal de devoir justifier la place du recrutement dans la stratégie globale de l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaye de faire en fait dans notre méthodologie Hiring Success. Donc, c'est une méthodologie qui propose en fait une revue complète du processus recrutement, partant d'une évaluation de départ et en définissant des objectifs clairs sur les 3 piliers majeurs que sont l'expérience candidat, l'engagement manager et la productivité des recruteurs. C'est une méthode itérative qui propose de travailler par cycle sur des impacts, des points d'impact précis pour finalement recruter le profil adéquat au moment précis où l'entreprise en a besoin et dans un budget cohérent. Ce qui paraît simple, mais voilà, on l'a dit, ce n'est pas toujours appliqué. Et donc, pour répondre à ces questions, eh bien, je vais devoir embarquer en fait à la fois les équipes, les collaborateurs, et je vais aussi devoir comprendre les objectifs métiers, ce qui, in fine, va m'amener à un recrutement de meilleure qualité, qui sera aligné sur les objectifs de l'entreprise et qui permettra de véritablement réussir. Et c'est ça que j'explique un peu dans cette slide, c'est pour contribuer en fait aux valeurs, aux objectifs de l'entreprise, il est essentiel de les connaître, évidemment, donc il faut se renseigner sur les objectifs de l'organisation. Je donne un exemple, une entreprise qui est aujourd'hui dans un e-commerce traditionnel, elle voit l'intelligence artificielle arriver, etc.
et la direction décide voilà, de prendre le virage et de devenir le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle commerciale. Si cette décision, par exemple, elle est prise en janvier, au moment du kick-off de la direction, il y a quand même de fortes chances que les profils dont on a besoin ne soient pas encore présents. Ce qui signifie qu'il y a tout un plan en fait à mettre de développement de marque employeur, puisque que cette marque soit reconnue un petit peu différemment de ce qu'elle est aujourd'hui, d'organiser des événements pour se faire connaître, de proposer aussi des formations internes. En fait, aujourd'hui, on a des gens qui en fait doivent prendre aussi ce virage de l'IA si c'est le souhait de la direction, et donc avoir tout un programme de formation. Donc, il faut absolument connaître en amont les besoins en recrutement en fonction de ces objectifs pour pouvoir préparer des viviers de candidats, une stratégie marketing RH pour la bonne cible. Et ça permet en fait de mieux organiser les équipes et surtout d'accroître l'efficacité. Et en fait, surtout aussi de ne pas se retrouver dans l'urgence et devant le fait accompli parce que la décision qui est prise en janvier, le temps que tout ça soit annoncé, et cetera, le plan de recrutement, on dit qu'on veut être live pour janvier de l'année prochaine, on veut que tout soit dans les blocs et puis le plan de recrutement, il commence finalement en septembre dans un pays où la période de préavis est de 3 mois un peu partout. Et en fait, commencer le plan de recrutement en septembre, c'est déjà trop tard. En fait, à partir du moment où on est le dernier maillon mis au courant de ce que l'entreprise veut faire, eh bien, on est déjà en retard avant même de calculer le temps de recrutement. On est en retard parce qu'on a commencé trop tard. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, on va essayer d'être impliqué en identifiant un plan avec les qualités nécessaires, que sont évidemment anticipation et proactivité. Et donc, connaître les objectifs de l'entreprise, ça vous permet d'expliquer en fait à la direction et venir avec du contenu de valeur. Et pour ça, il est essentiel en fait de venir avec un contenu qui permet d'expliquer comment notre approche va permettre de recruter la bonne personne au bon poste. Et en démontrant qu'on a vraiment ces objectifs et en exposant une vision claire en fait de l'approche du recrutement stratégique, on va pouvoir convaincre la direction qu'on est finalement le garant du succès de l'entreprise en matière de talent. Et Alors, on va t'expliques être aussi qu'on en a, mesure. on a besoin de se préparer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises où les recruteurs, le DG va voir son recruteur et lui dit j'ai besoin de 3 personnes pour telle date, fait un peu sa liste de courses. La posture du recruteur d'aujourd'hui, c'est aussi de faire comprendre à la direction que on est dans tu parlais de transformation par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui subissent et qui vivent, hein, notamment des transformations digitales avec l'émergence de nouveaux métiers. Évidemment, le recruteur ne connaît pas ces métiers, qui ne sont pas des métiers historiques dans l'entreprise, donc il va falloir un temps d'adaptation au recruteur pour comprendre ce nouveau marché, pour préparer le terrain, pour aller regarder comment il va s'y prendre d'un point de vue stratégique pour créer de nouveaux viviers de candidats qui jusqu'alors n'existaient pas dans l'entreprise. Il faut aussi que les directions comprennent ça, qu'on ne s'improvise pas recruteur sur certains métiers, que cela demande un temps de préparation, une connaissance des différents métiers, des marchés. C'est ça aussi qui est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de RH qui nous disent on vit l'enfer parce que nos directions viennent tous les matins pour nous dire alors vous avez réussi à recruter et n'anticipent pas justement par rapport à ces différents besoins et ne laissent pas le temps aux recruteurs finalement de préparer ces actions, de les anticiper et se retrouve finalement sans candidat, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, ce que tu disais, c'est ils viennent et ils disent voilà, j'ai besoin de 3 profils pour un telle date, telle heure. Et en fait, à partir du moment où nous, direction recrutement, on ne connaît pas les objectifs de l'entreprise, on ne comprend pas pourquoi en fait il y a ces besoins. En fait, notre recrutement, il peut pas être de qualité parce que on va in fine dans les entretiens pas poser les bonnes questions, pas faire tout ce genre de choses. Et en fait, il va falloir expliquer et se montrer en fait en tant que fonction recrutement en disant voilà, nous, si on comprend les tenants et les aboutissants, alors on est en capacité de mettre en place tout un plan, des initiatives de recrutement et de sélection qui, in fine, vont garantir la présence des bonnes personnes au poste clé, au moment opportun. Euh, Parce que, effectivement, comme tu le disais, si c'est dit à la dernière minute, ben, en fait, si on recrute dans les temps,
ça sera sans doute pas le bon profil. Si on recrute le bon profil, ça sera sans doute pas dans les temps. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à la direction, c'est qu'on est un vrai partenaire en fait des objectifs. On n'est pas un partenaire du recrutement, on est un partenaire des objectifs stratégiques de l'entreprise. Mais ça, c'est le rôle du DRH. C'est le rôle du DRH, mais en fait, c'est le rôle, en fait, finalement, de chaque maillon de la chaîne de le remonter. À partir du moment où, je dirais que, quelle que soit notre fonction dans le département recrutement, on peut toujours, en fait, faire remonter de la valeur qui, in fine, va remonter jusqu'au DRH qui, lui, pourra la faire remonter à la fameuse table des décideurs. Alors là, tu présentes 4 axes. Donc, on a commencé à aborder, hein, aligner son approche avec les objectifs business. Ça veut dire aussi que les recruteurs doivent être sur le terrain, proches des opérationnels. Proche des opérationnels, clairement, et du coup, in fine, grâce à ça, ancrer leur approche dans les objectifs. Je donne un autre exemple, en fait, que j'ai croisé plusieurs fois, hein, ces derniers mois. J'en ai un en tête, c'est un groupe international qui, au vu du contexte, a dit on gèle toutes les embauches. Mais évidemment, il n'a pas dit on gèle aussi les objectifs de croissance, de CA, etc. Ça signifie pas mal de choses, hein. Ça signifie qu'il faut perdre personne finalement, ça signifie qu'il va falloir garder les gens motivés. Et en fait, exactement ce que tu expliquais précédemment, c'est que là, on a deux options. Soit on se pose en exécutant et on dit d'accord, le budget recrutement est gelé, je suis la fonction recrutement, donc je m'arrête et entre guillemets, j'attends. Soit effectivement, on se pose en partenaire stratégique on explique que sachant ça, le vivier interne doit être formé et accompagné dans une croissance pour conserver les talents et pour aussi, in fine, parce qu'il y aura de toute façon des gens qui vont partir, donc il faudra les remplacer. Donc la fonction recrutement sera quand même mise à contribution. Mais du coup, l'entreprise dont je parlais, en fait, elle a mis une stratégie avec le département formation. Ils ont travaillé ensemble à ce qu'ils appellent chez eux un business case, dans une stratégie de formation et de transmission pour permettre des passerelles entre les collaborateurs existants et permettre à l'entreprise de croître malgré ça. Et donc, ça a fini par un super projet en partenariat et en fait en soutien d'une décision stratégique qui, in fine, paraissait négative. On gèle les embauches. Et pour autant, en fait, ils se sont démarqués en disant embauche gelée ou pas, nous, on va faire en sorte que notre entreprise, elle continue à avancer et qu'on ait ce super projet en fait, de développement des collaborateurs. En travaillant sur la mobilité interne. En travaillant sur la mobilité interne, sur du développement de compétences, etc. Tout à fait. Et l'idée derrière, c'est d'amener en fait ce second axe qu'on voit ici, qui est l'alignement des moyens sur les valeurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que les moyens, aujourd'hui, dire il me faut un CRM, il me faut des slots sur LinkedIn, il me faut un compte premium sur tel ou tel réseau social, etc. À nous, fonction recrutement, ça nous parle immédiatement. En revanche, quand on parle à des gens qui ne sont pas forcément directement impactés dans la fonction recrutement, c'est moins clair. Et en fait, l'idée, c'est de transformer en fait cette demande de moyens et que la demande de moyens ne soit plus le point de départ, mais soit la conclusion logique. Je donne un exemple. J'ai rencontré une entreprise informatique l'année dernière qui, en fait, leur objectif, en fait, c'était de doubler de volume. C'était un objectif clair, annoncé par Mons et par Vaux. Et en fait, donc la direction recrutement s'est dit, en fait, notre ATS, il est clairement un peu vieillissant, c'est l'occasion de changer. Et donc, ils ont proposé ça, en fait, à la direction, qui leur a dit, écoutez, en fait, je grossis le trait, mais ils ont dit, voilà, moi j'ai un 3310 dans la poche, il me sert à téléphoner, pourquoi j'ai besoin d'un iPhone Et en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont revu leur copie en disant, voilà, on part de cet objectif que l'entreprise a annoncé, on veut doubler, tripler de volume. OK, soit. Donc, il y a cette nécessité. On a des équipes recrutement qui sont déjà à pleine capacité. Ils sont à 100%, ils n'ont pas de temps pour ces nouveaux recrutements. Donc, ils ont dit, voilà, on a besoin que dans nos équipes, alors on a besoin de recruter, évidemment, mais on a aussi besoin que les collaborateurs existants de la fonction recrutement puissent gagner tant d'heures par semaine. On a besoin qu'ils gagnent une journée, on a besoin qu'ils gagnent un certain temps. Et donc, pour cela,
Ce qu'il nous faut, c'est avoir la possibilité de gérer très facilement les entretiens en s'interfaçant avec nos calendriers, en proposant de l'automatisation et de l'autoplanification pour les entretiens pour les candidats. C'est d'avoir des métriques qui nous permettent d'évaluer exactement quelles sont les étapes qui sont trop longues. C'est d'engager en fait toute l'équipe, pas seulement le recruteur ou voire même le manager, mais aussi peut-être des gens qui demain seront dans l'équipe de ces nouveaux collaborateurs. Et en fait, ils ont dit, voilà, si on met en place tout ça, on gagne ce temps-là, ce temps qui est, en fait, est nécessaire pour obtenir. Et ça, on va l'obtenir grâce à telle et telle fonctionnalité de tel outil. Et ça, en fait, on arrive à avoir transformé en fait en disant pour atteindre l'objectif stratégique, voilà ce dont on a besoin et voilà les investissements qui derrière sont nécessaires. Et en fait, 4 mois après, ils avaient implémenté l'ATS. Et effectivement, les recruteurs ont sauvé du temps. Et aujourd'hui, en plus de ça, après coup, ils peuvent mettre en avant l'initiative et l'action concrète qui leur permet aussi d'accroître leur visibilité parce qu'ils ont ancré leur demande de moyens en face des valeurs. Ouais, ils ont adopté une démarche héroïste en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Le troisième axe pour être vu en fait comme une fonction stratégique, parce que c'est pas le tout de l'être, mais il faut le faire savoir, hein, parce que sinon ça peut rester secret. Pour moi, c'est la collaboration entre les équipes. Il y a trop d'endroits où encore la réponse, c'est le manager envoie un email à l'équipe recrutement en disant voilà, j'ai ce besoin, et le recruteur répond en disant bah, dès qu'on a des profils intéressants, on revient vers toi. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, évidemment, chacun en est à son niveau, mais en fait, il faut arriver vraiment vers une approche où on engage tout le monde. On engage évidemment le manager, on va organiser un point avec lui pour discuter du besoin et comprendre en fait quel est le profil idéal. En fait, on ne recherche pas un intitulé de poste, on recherche un profil idéal. Et ça, il faut vraiment arriver à expliquer aussi aux gens que c'est ça notre fonction, c'est de chercher ce profil idéal. Évaluer éventuellement s'il y a des points bloquants, évaluer est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est capable de travailler tout de suite sur la technologie ou est-ce qu'on est capable d'attendre quelqu'un qui est capable d'apprendre et qui a déjà appris X technologie et qui du coup va apprendre facilement. Proposer aussi, ce que je disais tout à l'heure, de rencontrer des gens de l'équipe. Moi, si demain je recrute dans mon équipe, évidemment, je veux rencontrer le candidat, mais je veux peut-être aussi que des gens de mon équipe me donnent leur avis parce que c'est des gens qui vont travailler au jour le jour avec cette personne. Et donc, in fine, que les rôles soient bien répartis au sein de l'équipe recrutement. Et ce qui permet aussi d'attendre un retour en fait de l'autre côté. Alors pour l'instant on parle du manager, mais en fait le manager, à partir du moment où il va voir qu'il a une équipe recrutement qui est à fond et dédiée sur son poste, sur son besoin, bah, lui aussi il va peut-être produire des retours plus rapides, plus structurés, etc. pour garantir une réactivité accrue par rapport évidemment à la concurrence, que le marché se tend, hein, on le disait en introduction. Et puis derrière, au-delà effectivement de ce classique recruteur-manager qui doivent évidemment collaborer, il y a plein d'autres initiatives pour rendre en fait les collaborateurs acteurs. On parle de campagnes, de posts sur TikTok, Instagram, avec la possibilité in fine de récupérer des profils et rendre en fait vos collaborateurs finalement ambassadeurs, où chacun en fait, quel que soit son rôle, se sent acteur en fait de la réussite du recrutement de l'entreprise, en établissant évidemment cette collaboration et cette communication ouverte. Et ben, on permet à tous les acteurs d'être alignés sur les attentes, de travailler ensemble de manière plus efficace et ça rend en fait le recrutement visible au sein de l'entreprise. Et Ça montre. ça rend aussi le recruteur visible parce que finalement, le recruteur, généralement, on le voit quand on est candidat et puis on le voit pour contractualiser. Et puis après, dans la vie de l'entreprise, on le voit plus en fait. Il n'existe plus en fait quasiment. On a quasiment plus de contact avec et finalement, la fonction de recruteur a aussi besoin de marketing interne et via notamment ces actions, tu as parlé tout à l'heure de mobilité interne, de campagne d'ambassadeurs, voire même de la mise en place de cooptation, par exemple, sont des process qui permettent à la fonction recrutement d'être visible de façon plus durable auprès des collaborateurs
et de créer une émulsion et donc, comme tu le dis, d'instaurer une dynamique collaborative qui va faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'entreprise soient impliqués dans les recrutements et en même temps, soient au contact quasi permanent des recruteurs de l'entreprise. Tu l'as super bien résumé. In fine, voilà, on a la reconnaissance, en fait, d'une manière plus large que juste la fonction recrutement ou le DRH. On a une reconnaissance auprès des départements, finalement, et des métiers de l'entreprise. Et on a, en fait, une influence plus large et in fine, qui va nous aider aussi dans cette stratégie de devenir incontournable. En fait, plus on a de l'influence et plus on nous voit, plus on est évidemment incontournable. Et tout ça, ça fonctionne pas, si on n'est pas capable de communiquer sur les bons indicateurs. Exactement. Et nous, chez Smart Recruiters, donc dans notre méthodologie Hiring Success, hein, qui est d'ailleurs accessible gratuitement en ligne, hiringsuccess.com, tout repose sur l'amélioration continue. C'est clé, en fait. Et l'objectif pour ça, c'est d'être constamment à la recherche des indicateurs qui vont nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants du processus recrutement. Parce que même si on dispose d'une équipe de recrutement exceptionnelle, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup des équipes de recrutement exceptionnelles, si la mesure des résultats, elle n'est pas affichée, elle n'est pas alignée aux objectifs stratégiques, en fait, l'impact de la fonction, ça va rester le secret le mieux gardé de l'entreprise. Alors qu'en revanche, si on arrive à mettre en avant des métriques valorisantes, alors tout de suite, on commence à démontrer un impact réel et à montrer notre impact sur les objectifs du métier ou du business. Du coup, naturellement, comment on mesure cet impact? Alors, effectivement, la donnée, elle est clé aujourd'hui. On entend partout parler d'approche, alors pardon pour l'anglicisme, data-driven, tout doit être dicté par la donnée. Tu parlais tout à l'heure d'approche héroïste. En fait, il faut sortir de ce que je disais tout à l'heure, les temps d'embauche, les coûts des agences, le coût de l'ATS, le coût de tel ou tel job board. Ces métriques, elles sont peu qualitatives et elles nous disent seulement à quel point on est rapide et à quel point on est capable de ne pas dépenser. Ça ne dit pas si on a embauché le profil qui va faire fonctionner notre entreprise et l'amener au niveau supérieur. Donc, lorsqu'il s'agit d'indicateurs, ce qui est hyper important à prendre en compte, c'est quelle est la cible. Là, on va parler des indicateurs que nous, on propose dans notre méthodologie. Mais en fait, le point clé, c'est la cible. Qui est-ce qu'on adresse parce que tous les indicateurs sont intéressants. Finalement, leur pertinence, elle dépend du contexte. Je dis qu'il faut arrêter certains indicateurs, mais en fait, ils peuvent être intéressants in fine quand ils sont mis dans le bon contexte. Mais si la direction elle se concentre principalement sur les coûts liés à l'embauche et la durée du processus, alors on n'a pas d'impact. Et en fait, surtout, on s'attend en fait à que chaque année, la direction revienne avec maintenant, il faut réduire le temps d'embauche de X jours et faire face à une diminution de budget de Y%. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, on a lancé une étude tendance mondiale du recrutement qui est disponible d'ailleurs sur MyRHline. Et dedans, il y a une stat qui est impressionnante, c'est que 53%, donc plus de la moitié des recruteurs, s'attendent à une stagnation, voire une diminution de leur budget. Et je reste persuadé aussi que c'est parce que, alors, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais ça reste aussi parce qu'on n'a peut-être pas su montrer notre impact et montrer à quel point ce budget était nécessaire et bien utilisé. Et ce que propose notre méthodologie Hiring Success, ce sont des indicateurs un peu différents, mais toujours interconnectés. On va y revenir parce que c'est aussi leur interconnexion qui amène de la valeur. Mais les indicateurs dont je parle, il y en a 3. Le premier, c'est, alors on parle de budget de recrutement, mais nous, on va parler on va chercher plutôt qu'un montant, on va chercher un pourcentage. On va évaluer en fait si l'investissement il est cohérent. On va prendre le coût des recrutements de manière générale sur la masse salariale brute des nouveaux embauchés. Ce qui va nous donner finalement un ratio. Et de dire, en fait, on a dépensé 5% de ce qu'on va payer cette personne la première année, ça n'est pas du tout pareil que de dire on a dépensé 10, 100 000 euros dans notre recrutement. On se met au regard de la masse salariale et ce coût devient proportionnel et se transforme in fine, parce que c'est un pourcentage, en investissement d'une partie de cette masse salariale.
Ensuite, on travaille aussi sur la vélocité d'embauche. La 5%, vélocité d'em ça me paraît light, hein. Pardon? 5%, c'est pas beaucoup. C'est quoi la moyenne? Tu as des datas là-dessus? Écoute, on va le voir dans la slide après, ça va vraiment dépendre, des types d'entreprises. Ça va vraiment dépendre des types d'entreprises, des types de profils qui sont cherchés et c'est aussi pour ça que je parlais d'interconnexion. On va le voir, si on cherche des profils qui sont, super rares, qui, ont tendance, à se mettre en freelance, et à plus vouloir être embauchés, et cetera, et cetera. Là, en fait, le budget de recrutement, on va devoir monter ce pourcentage pour obtenir une super qualité d'embauche. Aujourd'hui, je dirais que ça varie entre 5 et 20 finalement, en fait, voilà. De ce qu'on voit en tout cas Ouais. chez nos clients. Mais si vous arrivez à obtenir plus, alors, c'est super. Le 2e indicateur, c'est, la vélocité. Et la vélocité, encore une fois, c'est le pourcentage des postes pourvus à temps. Je donne un exemple, parce que je trouve qu'il est parlant, un constructeur automobile. En fait, il y a plusieurs départements dans cette même entreprise, hein. C'est pour ça que je dis que même au sein de l'entreprise, ça peut différer. Si tu as un ouvrier qui manque à la chaîne de production, les voitures, elles arrêtent d'être conçues. C'est entre guillemets «basique». En revanche, pour la vente, si un vendeur manque, le consommateur, in fine, il va trouver des informations sur internet. Donc on va plutôt attendre d'embaucher quelqu'un qui va faire la différence par rapport à internet. Donc qui va avoir des compétences techniques, mais aussi des compétences relationnelles. Et donc là, on va se dire, bah, effectivement, il faut peut-être être un petit peu en retard sur notre recrutement, mais s'assurer qu'on va avoir le profil qui correspond aux attentes et qui va, lui, faire la différence par rapport à ce que le consommateur peut trouver sur internet. De la même manière, demain, je dois remplacer une collaboratrice qui part en congé maternité. Je me fiche de savoir si je vais la remplacer en 30 ou 60 jours. Ce que je veux, c'est que son congé maternité commence à la date T. Et ben, j'ai besoin d'un tuilage, donc j'ai besoin d'avoir la personne 2 semaines avant. C'est ça, là, le vrai besoin, c'est d'avoir la personne 2 semaines avant. Et pour terminer, on a l'indicateur net de qualité d'embauche. Alors en fait, c'est un NPS, un Net Promoter Score. C'est un calcul. En fait, on pose une question avec une note de 1 à 10. On va globalement envoyer cette question à la fois au nouvel embauché et à son manager. Et on va poser la question finalement, est-ce que vous êtes content du choix que vous avez fait? Est-ce que vous êtes content d'avoir rejoint notre entreprise et est-ce que tu es content d'avoir embauché cette personne? Et ça va nous dire beaucoup de choses parce qu'en fait, une embauche, si elle est faite trop rapidement, en fait, on peut avoir un peu survendu la chose. Peut-être que quelqu'un, qui veut aller très, très vite, il a même pas fait rencontrer le manager, il a survendu le manager en disant: «Le manager est super». En fait, il y a un mauvais fit entre les 2 pour X ou Y raison et en fait, au bout de 2 semaines, le candidat, il a déjà mis le hashtag open to work sur LinkedIn. Est-ce que c'est une bonne embauche? Finalement, non. Donc en fait, avoir cette mesure va nous permettre de nous dire: effectivement, on a un budget de recrutement qui est élevé, une vélocité qui est comme ci ou pas, mais la qualité est très bonne. Et donc, en fait, avoir tous ces indicateurs interconnectés va nous aider en fait à comprendre aussi la stratégie de l'entreprise. Et puis ça rejoint, ce qu'on disait dans le slide précédent sur, instaurer une dynamique collaborative. C'est aussi ça. C'est aussi, s'assurer côté recruteur que le manager est satisfait, que le candidat est satisfait. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises où, une fois que le recruteur t'a dit: «C'est OK», bah, tu le revois plus et puis finalement, le recruteur ne s'intéresse même pas à ce qui se passe après. Un peu comme un vendeur qui ne ferait pas le SAV, tu vois? Donc c'est ça aussi la nouvelle posture des recruteurs, c'est, d'assurer le service après-vente, quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça et c'est vrai que nous, on a vu certains de nos clients aussi, en fonction de cet indicateur de qualité d'embauche, augmenter finalement le nombre d'étapes dans le processus de recrutement. Alors ça paraît peut-être contre-intuitif, mais ils se sont dit: «Effectivement, on va peut-être mettre un peu plus de temps, mais au moins on s'assure effectivement qu'il y a bien le bon fit avec l'équipe, qu'il y a bien le bon fit avec la culture d'entreprise et cetera». On prend le temps en fait et on crée en fait ce début de SAV comme tu disais, de s'assurer en fait que, le candidat le nouvel embauché finalement sera bien, dans l'entreprise. Alors cet indicateur net de qualité d'embauche, on va le voir après, c'est quoi une bonne note, une mauvaise note? Alors, ce qu'il faut savoir comment c'est calculé sur le principe du NPS, c'est-à-dire qu'en fait, on pose la question de 1 à 10, 9 et 10, sont, des bonnes notes, 8 et 7 sont des notes neutres
Et ensuite, de 1 à 6, on considère que c'est négatif. On considère que ça a un impact négatif parce que si tu mets de 1 à 6, c'est que finalement, tu n'es pas si heureux de ton choix. Et donc, ce qui fait qu'évidemment, ces résultats peuvent aller de moins 100 à 100. Mais dans les faits, ce qui est intéressant de voir, c'est que un Net Promoter Score, ne serait-ce que positif, c'est déjà bien parce que ça veut dire qu'il y a en majorité plus de gens qui ont donné 9 et 10 que de gens qui ont donné de 1 à 8. Donc, le fait qu'il soit positif, c'est déjà positif, c'est le cas de le dire. Et derrière, effectivement, l'améliorer. Et là, les exemples que l'on voit, ils sont assez intéressants parce que je trouve qu'ils expliquent aussi l'intérêt de ces métriques. Si on regarde l'entreprise de gauche, c'est une entreprise du retail. Et en fait, ils sont eux-mêmes dans un secteur où il y a un turnover énorme. Alors évidemment, on peut toujours contrer les impacts du secteur, essayer de faire mieux, etc. Mais on reste en fait dans notre secteur. Et donc, ils ont une majorité d'embauches en col bleu. Et eux, ils ont décidé que leur focus premier, en tout cas à l'instant où on a fait cette analyse, c'était la vélocité d'embauche. Parce que, en fait, s'il manque quelqu'un à la caisse de leur magasin, eh bien, la queue aux autres caisses, elle s'allonge et le consommateur, finalement, il finit par reposer le pull et se dire, en fait, j'achèterai plus tard ou j'achèterai pas ou j'achèterai malheureusement chez chez une autre enseigne. Donc, leur focus, c'était la vélocité de recrutement. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'effectivement, ils ont un budget par rapport en fait, à la masse salariale qui est assez léger et que leur concentration maintenant va être sur cette qualité d'embauche. Mais elle s'explique aussi, tout ça s'explique par le secteur. L'entreprise du milieu équilibré, ici, Alors, c'est une quand entreprise. on regarde tes stats là, sur la première entreprise, si j'analyse ça, moi, avec un œil comme ça de débutant, je me dis, bon, ils répondent en termes de rapidité de recrutement, ça leur coûte pas trop cher, mais finalement, c'est des candidats presque dangereux pour l'entreprise, non? Alors, Ils sont tu pas, ils as sont pas tout à fait vraiment. raison. Et en fait, c'est l'intérêt finalement en fait, d'avoir cette grille, c'est de dire, parce qu'en fait, on est dans des ressources limitées. En fait, l'argent tombe pas du ciel, donc il y a des ressources limitées. Mais arriver avec cette grille devant sa direction, devant le DH ou qui de droit, c'est très intéressant. C'est de dire, effectivement, on est bon à tel et tel endroit. Et donc, on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est suffisant d'avoir une vélocité d'embauche et un budget faible? Pas forcément. Après, derrière, les décisions qui sont prises, elles sont libres à chacun. Mais effectivement, là, on va dire, malgré le fait qu'on soit dans les temps, quasiment, qu'on ait un faible budget, on a effectivement des gens qui ne sont pas promoteurs de l'entreprise. Et donc, veut-on inclure du budget pour peut-être je ne sais pas moi, avoir plus d'événements d'entreprise, avoir plus de choses qui rassemblent en fait nos collaborateurs autour de notre marque pour influer sur cette qualité d'embauche, absolument. Et, à la différence, alors l'exemple du milieu et un profil équilibré, qu'est-ce que ça veut dire équilibré? C'est qu'en fait, ils ont dans différents départements, donc l'information consolidée donne ce type d'exemple. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder à droite sur une entreprise spécialisée qui, elle, est une ESN, donc qui place des profils ultra spécifiques chez des clients. Et en fait, eux, leur sujet, c'est de dire, en tout cas à l'instant où on a pris cette image, parce qu'encore une fois, ces grilles, c'est des photos, c'est pas des vidéos, le but, c'est que ça évolue. Et à l'instant où on fait la photo, eux, ils sont focalisés sur le fait que le collaborateur qui va les rejoindre, il est tellement qualifié et tellement rare que c'est obligé qu'il y ait une super adéquation. Donc finalement, dans leur processus de recrutement, ils ont un entretien avec le recruteur, ils ont un entretien avec l'ingénieur d'affaires, ils ont un entretien avec un collègue, ils ont un entretien avec un futur client, etc. etc. Et ce qui fait qu'ils ont une vélocité de recrutement qui est, voilà, il n'y a que 40% des embauches qui sont à temps. Donc encore une fois, là, c'est là où eux vont devoir se concentrer. Et encore une fois, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on influe sur cette vélocité du recrutement. Est-ce que c'est par de la technologie? Est-ce que c'est par mettre plus de recruteurs? Est-ce que c'est par challenger nos équipes en disant, voilà, il nous faut un retour sous... je te donne un autre exemple d'un client qui, en fait, a simplement mis, alors ça paraît vraiment basique comme ça, mais a simplement mis des tâches. En fait, il a dit, à chaque fois que mon candidat il passe à cette étape, ça crée une tâche
à tel ou tel collaborateur et il a 2 jours pour la compléter. Sinon, il a des Ou ça peut être notifications le nombre d'entretiens qui peut être réduit. ou le nombre d'entretiens réduit, évidemment. Alors, encore une fois, dans l'ESN dont je parle, il n'en était pas question parce que chaque entretien avait vraiment pour eux un impact métier, des analyses métiers, mais ça peut Non, tout mais à tu fait, dans une autre pourrais entreprise, être l'imaginer différemment en disant, bah, au lieu d'avoir 3 entretiens avec 3 personnes, on réunit ces 3 entretiens en un seul où les 3 sont là. Enfin, il y a aujourd'hui, absolument. on sait aussi qu'accélérer le process, limiter le nombre d'entretiens, ça permet aussi de gagner, en vélocité et ça permet aussi de gagner en image de marque vis-à-vis des candidats. Tout à fait. Parce que c'est un des problèmes des ESN au passage, de faire passer 4-5 entretiens à 5 ou 6 candidats, d'en éliminer 5 hein, qui vont potentiellement détruire ta marque employeur et d'en garder un seul. Donc ça aussi, c'est des axes, de travail possibles. Absolument, avec aussi la mise en vivier aussi, des profils qu'on recrute pas, ceux dont tu viens de parler, parce qu'ils vont nous permettre derrière une meilleure vélocité de recrutement. C'est-à-dire qu'on a discuté avec eux, ils étaient intéressés. Bon, pour une raison X ou Y, le client, a un besoin au 1er août et en fait, ils ont leurs besoins, le candidat est disponible qu'au 1er septembre, que sais-je? Mais effectivement derrière tout mettre en place. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer avec ces exemples, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. De toute façon, les résultats, ils sont là, ils sont comme ils sont. Il y a des résultats qui s'expliquent aussi, et il y a des résultats aussi qui sont liés. En fait, il y a un lien entre les métriques, et ça permet aussi, je trouve, quand on a une annonce, bah, on va vous réduire votre recrutement de temps. D'accord, bah alors en fait, sur quel autre indicateur j'applique cette réduction? Et finalement, ça fait beaucoup plus sens que de dire ah non, pas de réduction de budget, mais de dire bah, en fait, une réduction de budget va inclure une réduction de la vélocité ou de la qualité d'embauche ou encore d'autres indicateurs qui, encore une fois, ça ce sont des exemples que nous, on utilise dans notre méthodologie. Mais en fait, chacun a en tête, j'imagine, des indicateurs qui parlent à son entreprise et à son métier. Ouais, donc en fait, l'intérêt de ces exemples, c'est de montrer qu'en se basant sur des indicateurs, finalement factuels, heu, on peut expliquer les choses et puis, construire des stratégies en expliquant que, bah, peut-être qu'on va augmenter le budget, mais ça va permettre d'avoir une meilleure vélocité ou un meilleur, indicateur net de qualité d'embauche. On n'est plus dans l'imaginaire pour la direction, on s'appuie sur des chiffres et sur, des stratégies qui reposent là-dessus et c'est beaucoup plus, facile à défendre en tant que recruteur. Absolument. On a des impacts qui sont liés les uns aux autres, et avec un impact, finalement visuel, beaucoup plus que juste, «Ah, je vais pas y arriver sans budget». Et puis on peut même imaginer des scénarios, hein, un recruteur pourrait présenter ses slides en disant: «Scénario 1, j'ai tant de budget, scénario 2, scénario 3», en anticipant éventuellement, ce que donnerait l'indicateur net de qualité d'embauche en fonction des scénarios, ce que donnerait la vélocité et cetera. Ça permet d'avoir, des feuilles de route beaucoup plus, faciles à présenter. C'est exactement le point que j'allais aborder sur la feuille de route. Donc merci pour la super transition. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, je pense qu'on a tous compris, la nécessité d'être et surtout d'être vu comme une fonction stratégique, parce que c'est 2 aspects qui sont assez différents. Et pour ça, en fait, il est nécessaire de commencer un plan, comme tu le disais, et ce n'est que répétition et amélioration, mais j'ai proposé, dans le slide suivant quelques pistes, qui me semblent être, voilà, un début de réflexion. Voilà ce qu'on peut, quelle que soit sa fonction finalement, coucher sur le papier pour commencer à réfléchir à cette stratégie. La première, c'est de lister les objectifs de l'entreprise et les besoins, en personnel inhérents, en fait, qui en découlent. Donc de comprendre, d'arriver à mettre la fonction recrutement alignée finalement, à ce qui a été demandé par la direction. C'est de savoir valoriser en 3 points, notre impact sur l'entreprise, et je veux plus entendre parler de, «Je pourvois des postes», c'est beaucoup plus que ça la fonction recrutement. Donc arriver en fait à dire quel est notre impact, parce que c'est pas le tout de savoir qu'on a un impact, mais c'est le dire et le faire savoir. Identifier évidemment les métriques pertinentes, donc on peut tout à fait commencer par les métriques Hiring Success dont je viens de parler, mais ça peut en être d'autres, sachant que, hem,
pour moi, il y a différentes métriques en fonction des interlocuteurs. En fonction de à qui on s'adresse, on va chercher les métriques qui parlent à ces gens-là. Effectivement, autant la fonction finance sera très intéressée par des coûts, etc., autant la fonction stratégique sera beaucoup plus intéressée sur la qualité du recrutement, par exemple. Et in fine, une fois qu'on a tout ça, on peut lister en fait des priorités d'action, mettre des plans d'action, une feuille de route simple. Encore une fois, il faut vraiment, ça c'est quelque chose, et ça c'est vrai partout, hein, c'est qu'en fait on n'atteint pas le sommet de la montagne directement, on monte étape par étape. Voilà, petit à petit, faire de notre équipe une montée en compétences via cette pratique permanente. Merci Guilain. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai un peu clarifié le sujet de la présence stratégique, la pertinence en fait d'être stratégique au sein de l'entreprise. J'ai laissé quelques devoirs dans l'avant-dernière slide. Surtout, la chose à retenir, c'est que c'est un travail itératif, hein, d'amélioration continue. Il ne faut pas que ce soit parfait demain, il faut juste que ce soit mieux qu'aujourd'hui. Et à l'écran, à gauche, le QR code sur l'e-book que je vous avais promis dans le début du webinaire. Et à droite, eh bien, mon profil LinkedIn. S'il y a de moindres questions ou quoi, n'hésitez pas. Et si vous avez réussi à mettre en place des choses grâce à ce webinaire, je serais très heureux aussi d'avoir les retours. Merci beaucoup. Bonne journée, Guilain. Merci. Merci. Bonne journée, Christophe. Au revoir.